Bonjour, vous m'avez, semble-t-il, déjà vu lors des deux précédentes confs. Si ce n'est pas le cas, je suis le docteur Gilles Dorjman, je suis pathogastroentérologue et je suis heureux d'animer avec vous ces conférences Raphaël d'hépatogastroentérologie destinées au premier tour de DCEM 3. Et je vais vous proposer donc que nous voyons ensemble 5 dossiers de tournure ECN, mais qui vont nous permettre de revoir aussi des items de cours importants et de rediscuter d'un certain nombre de problèmes tombables ou du moins à bien connaître pour aborder l'ECN. Je vous propose de commencer par le dossier numéro 1. Ce dossier numéro 1 concerne M. Pierre C, qui a 36 ans. Et là, on ne vous laisse pas de secret, c'est une pancréatite chronique calcifiante. Et effectivement, j'ai voulu vous donner un énoncé concernant une pancréatite chronique calcifiante. La pancréatite aiguë est un dossier tout à fait tombable. On en a déjà discuté, on en rediscutera dans d'autres confs, mais la pancréatite chronique calcifiante, notamment sur le versant de la thérapeutique, est quelque chose qui, à mon sens, doit être connu et est tout à fait tombable parce que pouvant tout à fait s'insérer dans un dossier un peu transversal. Donc, d'origine éthylique, non sevrée. Alors, c'est assez rare que les éthyliques non sevrés, que les pancréatites chroniques dues à l'éthylisme soient non sevrées, parce que du fait des douleurs, ils ont tendance à s'arrêter, mais avec une consommation reconnue de 8 unités d'alcool par jour, soit 80 grammes d'alcool par jour minimum. Le diagnostic de PCC a été retenu sur de multiples crises douloureuses d'allure pancréatitique depuis 5 ans. Les crises douloureuses pancréatitiques, je vous rappelle que ce sont des douleurs épigastriques à irradiation transfixiante, très intenses, à examen clinique pauvre, et le plus souvent associées à une élévation de la lipasémie. Le patient consulte devant l'aggravation récente des douleurs épigastriques transfixiantes, déclenchées par le moindre repas depuis quelques semaines, associées à un amaigrissement de 6 kg et à une diarrhée grasse, c'est-à-dire à une stéatorée. Le bilan de débrouillage retrouve une glycémie normale, ça c'est tout à fait important, donc il n'a pas de diabète, bien qu'il faudra le surveiller. Une lipasémie à 4N, donc il a une activité toujours assez intense de sa pancréatite, et une vitesse de sédimentation à 40. La stéatorée est à 45 grammes par 24 heures, c'est malheureux, avec 350 grammes de sel journalière. Glande pancréatique œdémateuse calcifiée, Wirsung à 7 mm, sans autre signe de complication. Alors la stéatorée 45 grammes, c'est important parce que ça prouve qu'il a un risque de dénutrition tout à fait majeur du fait de ses pertes fécales en graisse. En dehors de l'alcool, quelles sont les principales causes des pancréatites chroniques calcifiantes? Alors attention, on parle bien des pancréatites chroniques calcifiantes. En dehors de l'alcool, les principales causes, c'est tout d'abord les causes génétiques, mucoviscidose, mutation du trypsinogène cationique. Les pancréatites métaboliques, avec l'hyperparathyroïdie, les hypertriglycéridémies, les tumeurs parenchymateuses mucineuses du pancréas, TIPMP, les pancréatites auto-immunes, les pancréatites post-radiques, rarissimes, ischémiques, plus fréquentes, et enfin les pancréatites post-CPRE, pancréatite sur audite scléreuse. Alors attention, bien évidemment, la cause principale, c'est l'alcool, et très largement au-dessus des autres. Attention, dans la pancréatite aiguë, les causes sont totalement différentes. La première, c'est la lithiase. La deuxième, c'est l'alcool. Et la troisième, ce sont les tumeurs pancréatiques, tumeurs soit intracanalaires, soit dans le cadre d'une TIPMP. Et toute pancréatite aiguë est lithiasique jusqu'à preuve du contraire, et lorsque l'alcool a été éliminé, c'est une tumeur jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Alors que dans la pancréatite chronique, quand on élimine l'OH, bien sûr, il y a les tumeurs mucineuses du pancréas, mais ce sont des causes plus généralistes qu'il faut rechercher. Quels éléments de l'observation sont en faveur d'une pancréatite chronique calcifiante? Bon, on les a vus ensemble. Bien évidemment, c'est les crises de pancréatite aiguë.
le patient a des crises de pancréatite aiguë sous la forme de douleurs solaires, aiguës, récidivantes, donc qui prennent un aspect de douleur chronique. Deuxième élément, c'est la malnutrition protéolipidique qui signe l'insuffisance pancréatique exocrine avec l'amaigrissement, avec la maldigestion, la diarrhée, la stéatorrhée. Ce sont les antécédents de crise pancréatique. C'est bien évidemment une cause avec l'éthylisme chronique. Et enfin, ça va être les données radiologiques sous la forme d'une glande calcifiée œdémateuse et associée à une dilatation du virsum. Et c'est cette dilatation du virsum qui fait la pancréatite. Je vous rappelle que la pancréatite, c'est une nécrose de la glande pancréatique par autodigestion du fait de la stagnation du mucus pancréatique à l'intérieur du virsum et des voies pancréatiques secondaires. Cette stagnation fait que les imogènes inactifs sont activés au sein même de la glande, ce qui entraîne cette autodigestion. Quelles sont les règles hygiéno-diététiques que vous devez proposer? Eh bien, il faut proposer, bien évidemment, à ce patient un régime. Ce régime, c'est un régime pauvre en graisse. Diminuer les graisses saturées, privilégier les graisses polyinsaturées, apport en oméga 3. Ça doit être un régime normoglycémique, en favorisant bien sûr les glucides lents. C'est un régime qui doit être enrichi en protides, mais cet enrichissement doit être modéré. Enfin, il est important d'apporter des vitamines antioxydantes, A, C, D, E, de la vitamine B1, B6 et PP pour le problème de l'alcool. Deuxième élément, c'est l'apport d'enzymes pancréatitiques. Le patient est en insuffisance pancréatique. Le fait d'apporter des enzymes pancréatiques à ce patient va permettre d'améliorer la digestion des graisses, des protéines et donc de limiter la malnutrition chez ce patient. Les médicaments, c'est le créon, c'est le robiol. Ce sont des capsules qui contiennent des enzymes microdosées qui sont gastroprotégées et qui sont donc libérées dans le duodénum. Enfin, chez ce patient non sevré, c'est l'arrêt total et définitif de l'alcool, et j'aurais dû mettre des points pour chaque mot, car chaque mot compte, qui rend nécessaire une prise en charge addictologique par les alcoologues, une prévention du sevrage, en ambulatoire éventuel, avec hydratation, benzodiazépine, anxiolyse, antidépresseurs éventuels, et bien évidemment l'aide pharmacologique, Revia, Aotal. Ne pas oublier éducation, ne pas oublier le psychologue, je ne l'ai pas mis, psychologue, ne pas oublier les groupes de parole, etc., qui sont autant d'éléments extrêmement importants, les cures de désintoxication, les post-cures, qui sont autant d'éléments qui vont aider le patient à un arrêt et un sevrage. Comme je vous l'ai dit, dans la pancréatite, contrairement à la cirrhose, le sevrage est plus facilement obtenu, probablement à cause des phénomènes algiques sous-jacents. Phénomènes algiques qu'il faut prendre en charge, et on va les prendre en charge, bien évidemment, par le sevrage alcoolique. Mais également le sevrage tabagique. Par l'apport d'enzymes pancréatiques. Le fait d'apporter des enzymes pancréatiques entraîne un espèce de rétrocontrôle négatif sur la sécrétion pancréatique et donc diminue les poussées de pancréatite à l'intérieur de la glande pancréatique remaniée. Et puis ça va être les antalgiques. J'attire votre attention sur l'action merveilleuse du tramadol, qui est maintenant le médicament d'utilisation le plus fréquent dans les pancréatites, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Les AINS sont très actifs, mais attention, les AINS sont contre-indiqués d'une façon générale dans la pancréatite aiguë du fait du risque hémorragique. Bien évidemment, quand vous parlez d'antalgie, vous parlez toujours des paliers-OMS et vous parlez toujours de l'évaluation visuelle de la douleur, parce qu'il faut bien évidemment montrer que l'on mesure ce que l'on fait. Le tramadol est très actif, il évite d'utiliser des morphiniques et de rendre des patients anciennement alcooliques morphinomanes. C'était un gros piège de la pancréatite chronique. À côté de ce traitement, je dirais, médical habituel,
j'attire votre attention sur deux éléments essentiels de la prise en charge. Premier élément, c'est la neurolyse cœliaque par voie écho-endoscopique ou scanographique qui correspond à l'alcoolisation des nerfs splanchniques postérieurs qui est faite soit en localisant les nerfs par voie scanographique, soit lors d'une écho-endoscopie. Bien évidemment, si le patient doit avoir une chirurgie de dérivation, on fera la neurolyse dans le temps chirurgical. Mais également, ce qui est important, c'est d'obtenir une dérivation pancréatique. Et la dérivation pancréatique, c'est soit grâce à une endoprothèse, soit grâce à une dérivation virsungo-jéjunale, ou une pancréatectomie céphalique. Pourquoi vous avez votre duodénum avec le pancréas qui est accolé ici, le virsung là, et qu'est-ce qui se passe-t-il dans une pancréatite chronique? Du fait des remaniements et des calcifications, vous allez avoir une dilatation du virsung au-dessus et une pancréatite qui va gagner de proche en proche le reste de la glande. Si vous mettez une prothèse, quelquefois un peu difficile d'utiliser ces stylos. De l'autre côté de l'écran, vous croyez que c'est simple, mais non. Si on met une prothèse ici par voie endoscopique, bien évidemment, ça va lever la pression ici, il va y avoir un meilleur écoulement et vous allez interrompre le processus d'extension de la pancréatite. De même, si vous demandez au chirurgien d'enlever la zone la plus malade par une DPC avec une anastomose en zone saine, vous allez effectivement également améliorer le patient, mais au prix d'une chirurgie extrêmement lourde. Les dérivations virsungo-jéjunales, ça se fait, ce sont des interventions un petit peu lourdes qui ont moins la cote depuis la possibilité des poses d'endoprothèses endoscopiques. Quel traitement de la diarrhée proposez-vous? Le traitement de la diarrhée, il est relativement simple. Il est un petit peu la suite logique de tout ce que l'on a dit. Apport d'enzymes pancréatiques, régime hypolipidique, et puis le traitement symptomatique avec les ralentisseurs du transit, les argiles et l'antibiotique type métronidazole. Alors pourquoi métronidazole? Pourquoi des cures de métronidazole? Eh bien parce que très souvent, il y a des phénomènes de pullulation microbienne qui aggravent la diarrhée chez ces patients. Donc la prise en charge de la diarrhée, je dirais, c'est quand on a pris la douleur en charge, quand on a pris en charge la diététique de ces patients, normalement, ils ne doivent plus avoir de diarrhée. Pour quelle durée proposez-vous ces différents traitements? Quelles en seront les modalités de surveillance? Eh bien, le traitement, c'est un traitement à vie. Et les modalités de surveillance, eh bien, c'est premièrement la surveillance des signes de pancréatite, donc de l'efficacité du traitement, douleur, diarrhée, stéatorée. Deuxièmement, ça va être donc la surveillance clinique de la maladie. Deuxièmement, ça va être la surveillance du traitement. Et là, c'est simplement l'interrogatoire sur la prise. Enfin, troisièmement, ça va être la surveillance des complications. Et il faut proposer au patient une écho, ou mieux un TDM. Alors, quid de la durée? Je dirais environ tous les 2 ans, du fait du risque de phokyste, du fait du risque également d'apparition d'adénocarcinome sur pancréatite chronique qu'il faut surveiller. Malgré l'amélioration des troubles, sous traitement bien conduit, le patient est réhospitalisé pour un ictère cholestatique aigu hyperalgique. Outre l'ictère, l'examen clinique retrouve une splénomégalie et un empattement douloureux de l'épigastre.
il n'y a pas de signe de choc, mais une fébrilité à 38,4. La lipasémie est à 10 fois la normale et la CRP est à 100, avec un TP à 45. Nous sommes donc face à un tableau cholestatique aigu survenant sur une pancréatite chronique, jamais jaune jusqu'à présent, et cette jaunisse est aiguë, douloureuse et fébrile. Comment expliquez-vous la baisse du TP dans ce contexte? Comment ferez-vous la preuve de ce mécanisme? La baisse du TP que l'on voit au cours des cholestases est due à la malabsorption lipidique secondaire à la rupture du cycle entérohépatique. La carence entérale en bile va entraîner une baisse de l'absorption de tous les lipides, donc des vitamines liposolubles, donc de la vitamine K. La vitamine K étant très faible en point de vue du stock de vitamine K, dès que vous êtes cholestatique, vous allez vous retrouver très rapidement carencé en vitamine K. Et pourquoi il est important de vérifier ce stock en vitamine K et le TP en cas de cholestase? Parce que, eh bien, dans toutes les cholestases extra-hépatiques, le traitement sera un traitement chirurgical ou endoscopique, c'est-à-dire un traitement sanglant, et qu'il ne faut pas se retrouver au moment de la thérapeutique piégé par le manque de vitamine K. Et donc, pour répondre à la question, on fait un test de colère, c'est-à-dire qu'on injecte 20 mg de vitamine K1 en IV, et on voit la remontée du TP en 24 heures, ce qui permet un geste diagnostique et thérapeutique. Et c'est beaucoup plus intéressant que le dosage du facteur 5, quelquefois proposé, qui montre simplement que la baisse de la vitamine K n'est pas due à l'insuffisance hépatocellulaire, mais due à la cholestase, ce dont on se fiche un petit peu dans le cadre d'une cholestase aiguë et d'une pancréatite aiguë. C'est un peu moins vrai dans une cirrhose. Simplement, à la question précédente, il ne faut pas dire que la baisse en vitamine K est due au manque d'action lipolytique ou à la stéatorée. Il peut y avoir une petite baisse de vitamine K par le biais de la maldigestion lipidique pancréatique. Mais dans la cholestase, c'est vraiment la rupture du cycle entérohépatique biliaire. Quel est votre diagnostic? Comment en ferez-vous la preuve? Question difficile, mais ce que j'attendais, c'était que vous me répondiez qu'il s'agissait d'un faux kyste surinfecté. Pourquoi un faux kyste? Parce qu'il survient au décours d'une poussée de pancréatite aiguë, clinico-biologique. Qu'il entraîne un empattement douloureux de l'épigastre, ce qui témoigne d'une masse épigastrique. Qu'il existe des signes septiques en faveur d'une surinfection et des signes compressifs à la fois biliaires, mais également vasculaires à cause de la splénomégalie. Si je reprends mon schéma de tout à l'heure, votre duodénum, le pancréas ici, vous allez avoir la formation, vous avez ici la voie biliaire qui arrive là, et vous avez le wirsung qui arrive là. Vous avez enfin la veine splénique et la rate ici. Si vous avez un calcul qui se bloque là, par exemple, ce calcul va entraîner une angiocolite, mais en aucun cas une thrombose, ou alors par un mécanisme très indirect thrombogène. Par contre, si vous avez un faux kyste qui se forme dans le pancréas, ce faux kyste va pouvoir aller comprimer ici le cholédoque qui va se dilater, le wirsung qui va se dilater entraînant la pancréatite et va comprimer la veine entraînant l'hypertension portale segmentaire. Donc, ce faux kyste, cette lésion survenue au décours d'une poussée de pancréatite avec des signes compressifs, une sensation de masse douloureuse fébrile, évoque a priori un faux kyste surinfecté plus qu'une angiocolite. Le diagnostic sera confirmé par l'écho, le scanner injecté
fait en urgence. Et là, contrairement à la pancréatite aiguë, où l'on attend toujours 48 heures avant de faire le scanner, c'est une urgence morphologique de voir ce qui se passe au niveau de cette pancréatite aiguë, de cette pancréatite chronique. Discuter brièvement les diagnostics différentiels. Bien, le diagnostic différentiel, bien sûr, c'est l'angiocolite aiguë. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'angiocolite aiguë lithiasique, ça se présente comme un ictère douloureux, fébrile. Il peut y avoir des lithiases associées à la pancréatite qui peuvent remonter dans le cholédoque. Ça peut entraîner une thrombose portale de façon indirecte. Et donc, je dirais que l'angiocolite aiguë, c'est le diagnostic différentiel. L'ascaris, je le mets pour la bonne bouche. L'obstacle tumoral. L'obstacle tumoral est peu probable car la cholestase est habituellement d'installation lente. Donc le cancer du pancréas, le cholangiocarcinome, l'ampulome, j'aurais tendance un petit peu à les éliminer. Les autres causes, vraiment, je n'y pense pas. Une maladie primitive du foie, là aussi c'est peu probable parce que c'est précédé par des signes avant-coureurs, et c'est rarement déclaré par une angiocolite, cholangite sclérosante, cirrhose biliaire primitive, maladie kystique du voie biliaire, fibrose hépatique congénitale, tout ça, c'est pour redire les noms, mais je n'y crois pas. Le deuxième diagnostic différentiel, vraiment, c'est le syndrome de Mirizzi, c'est-à-dire une cholécystite aiguë comprimant le cholédoque avec une thrombose portale pour une autre raison. Enfin, ne pas oublier quand même les causes de cholestase intrahépatique. Une hépatite alcoolique aiguë parce qu'il est alcoolique, et ça donne, comme on l'a vu, ou comme vous le verrez dans une prochaine conf, des tableaux cholestatiques. Un abcès intrahépatique parce que ça donne des gros foies douloureux, fébriles, avec éventuellement des signes de compression. Un syndrome de Fitzhugh-Curtis, une périhépatite à chlamydia. Et enfin, les cholestases septiques secondaires à un sepsis qui peuvent donner également, comme dans le cas d'une pyélonéphrite ABG-, un tableau cholestatique aigu fébrile. Et je dirais que, comme toujours, une fois qu'on a éliminé l'angiocolite, ici on avait un diagnostic particulier qui était ce focus sur infecté, mais les principales causes, ce sont des causes intrahépatiques qu'il faut savoir éliminer par une échographie, bien sûr systématiquement, et puis par un bilan minimaliste, notamment infectieux et d'interrogatoire pour l'alcool. Comment expliquez-vous ici la splénomégalie? Eh bien, c'est une hypertension portale segmentaire, par compression, par le fochiste, entraînant cette splénomégalie, mais attention, ça peut entraîner d'autres conséquences d'hypertension portale, y compris des varices, et une extension en fonction de l'atteinte de la compression à la veine mésentérique, qui peut être éventuellement extrêmement grave de conséquences. Donc cette hypertension segmentaire qu'il faudra prendre en charge par une levée de la compression, éventuellement par un traitement d'HBPM ou héparinique au moment de l'atteinte maximale. Voici les différents items qui étaient abordés. L'addiction, la relation au médecin-malade, bien évidemment la pancréatite, la splénomégalie, les troubles de l'hémostase et de la coagulation. Donc beaucoup d'items abordés dans ce dossier pancréatite chronique et qui a un côté un peu transversal, même si il aborde une seule question, parce que ça fait intervenir de la diététique, de la dictologie, du soin de la douleur et la prise en charge de l'alcool. Et donc une pancréatite chronique pourrait être tombable sous cette forme un petit peu plutôt thérapeutique que diagnostique, car c'est une question, à mon sens, un peu moins intéressante d'un point de vue diagnostic pur, alors que la pancréatite aiguë est plus intéressante dans le cadre du diagnostic pur et de la prise en charge réanimatoire immédiate. Voilà pour ce premier dossier. Je vous invite à faire le dossier numéro 2.